Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. La Seconde Guerre mondiale a bouleversé le monde entier, c'est évident. Dans ce chaos, même les entreprises les plus anodines ont évidemment dû choisir leur camp, s'adapter et parfois naviguer dans des eaux troubles. Coca-Cola n'a pas échappé à ces défis, bien évidemment. Pour s'assurer une place dominante, la marque a dû lutter sur plusieurs fronts. Le contrôle des ressources, notamment du sucre, évidemment, et ses opérations internationales, notamment dans l'Allemagne nazie. Je voudrais revenir maintenant sur cette période. Alors, j'ai écrit charnière, mais toutes les périodes sont charnières, vous allez me dire. Mais surtout, c'est cette période controversée. En 1942, les États-Unis imposent des quotas stricts sur le sucre, une ressource essentielle, non seulement pour les industries alimentaires, mais aussi pour l'effort de guerre. Le sucre est utilisé dans la production d'explosifs et pour nourrir les troupes sur le front. Donc chaque entreprise doit se conformer à des restrictions drastiques. Mais vous imaginez bien que pour Coca-Cola, c'est une catastrophe. Pourtant, Coca va contourner ces limitations en obtenant une part disproportionnée, là je crois que le mot est juste, des réserves nationales. À l'époque, Coca-Cola produit un sirop concentré à base de sucre, ce qui signifie que toute réduction de son approvisionnement pourrait tout simplement mettre en péril sa production. Alors Woodruff, avec son sens aigu des affaires, vous l'avez compris, comprend que cette guerre ne se gagnera pas uniquement sur les lignes de production, mais aussi dans les bureaux de Washington. Aujourd'hui, on appelle ça du lobbying. Pour protéger l'accès au sucre, Coca-Cola déploie donc un lobbying massif. L'entreprise mobilise ses relations politiques et ses alliés dans les cercles du pouvoir. Woodruff, déjà proche des élites américaines, s'assure que Coca-Cola soit perçue comme une boisson essentielle à l'effort de guerre. L'un des arguments avancés est simple mais efficace. Coca-Cola, dit-on, joue un rôle crucial pour maintenir le moral des troupes américaines sur le front. Et ce message fait mouche. Grâce à ses relations dans l'administration Roosevelt, Coca-Cola réussit à convaincre les autorités de lui accorder, écoutez bien, des quotas prioritaires de sucre bien au-delà de ce que reçoit toute autre entreprise alimentaire. Ces efforts portent leurs fruits, bien évidemment, il y a de le dire, tandis que les ménages américains doivent, eux, limiter leur consommation de sucre et que de nombreuses entreprises ferment carrément leurs portes, Coca-Cola non seulement maintient sa production, mais elle est à pleine capacité. Mais ça ne s'arrête pas là. Coca-Cola ne se contente pas de produire pour les troupes. La boisson reste largement disponible sur le marché civil américain, renforçant sa domination sur le secteur des boissons gazeuses. Pendant que nos soldats bravent le danger, buvez Coca-Cola pour goûter un peu de liberté. Pardon pour ces effets un petit peu amusants, mais c'est un peu ce qu'on peut entendre à l'époque. En fin de compte, Coca-Cola ne sort pas seulement indemne de la guerre, elle en sort plus forte, cette marque, consolidant sa position comme l'une des marques les plus puissantes carrément des États-Unis. Coca-Cola a aussi une présence significative en Allemagne, bien avant la guerre. Sous la direction de Max Keith, la filiale allemande devient en fait l'un des marchés les plus prospères de la marque. Dans les années 30, Coca-Cola est une boisson prisée, consommée aussi bien dans les foyers que lors des événements publics. Mais ça va vous rappeler quelque chose, c'est pendant les Jeux Olympiques de Berlin en 1936 que Coca-Cola atteint un nouveau sommet en Allemagne. Parce que Coca-Cola sponsorise largement les Jeux, et oui déjà, s'associant à l'image de modernité et de puissance que le régime nazi veut projeter. Les slogans publicitaires mettent en avant la fraîcheur et la pureté de la boisson. Des concepts qui évidemment sont marketing, mais qui entrent bien sûr, vous l'avez compris, en résonance avec la propagande nazie. Pendant la montée du régime nazi, Coca-Cola Allemagne, dirigée donc par Max Keith, continue de prospérer. Et Keith, bien que représentant une entreprise américaine, joue très habilement avec les autorités allemandes pour s'assurer, là encore, que la marque ne soit pas perçue comme hostile. Il participe même à des événements affiliés au Parti d'Asie et parvient, encore une fois, à maintenir les usines de Coca-Cola en activité malgré les tensions croissantes. Et quand la guerre éclate en 1939, Coca-Cola Allemagne est confrontée à un défi majeur. L'accès au sirop de Coca-Cola depuis les États-Unis est coupé
forcément. Mais au lieu de fermer ses portes, Max Kiss décide de s'adapter. Il va créer une nouvelle boisson à base d'ingrédients locaux, des résidus de pommes et du lactosérum. Cette boisson, appelée Fanta, devient rapidement populaire en Allemagne. Fanta, conçue comme une solution de survie, va dépasser rapidement son rôle initial. Elle devient même un produit phare en Allemagne, utilisé non seulement par les civils, mais aussi par les militaires. Après la guerre, Fanta est réintégrée dans le portefeuille international de Coca-Cola, devenant l'une des marques les plus vendues, mais son origine liée quand même à un régime totalitaire reste, on peut dire, une tâche dans l'histoire de l'entreprise. Alors vous me direz, il faut bien survivre. La relation entre Coca-Cola et l'Allemagne nazie soulève quand même une question délicate. Dans quelle mesure Coca-Cola a-t-elle compromis ses valeurs pour maintenir ses opérations en Allemagne ? Bien que l'entreprise ait affirmé après la guerre qu'elle n'avait aucun lien idéologique, avec le régime nazi, son choix de rester opérationnel, de s'adapter aux exigences du régime et de profiter de l'économie de guerre allemande reste quand même une controverse majeure. Alors on peut dire quand même que pendant la Seconde Guerre mondiale, la marque a navigué dans des eaux troubles. On va le voir dans le bonus, je vous donnerai des détails. Entre son lobbying agressif pour le sucre aux États-Unis, ses relations ambiguës avec l'Allemagne nazie, l'entreprise a su quand même tirer parti des crises pour renforcer sa domination mondiale quand même. Mais cette ascension, même si elle est brillante, soulève des questions fondamentales sur les limites éthiques du commerce en temps de guerre. Jusqu'où peut-on aller pour protéger un empire ? Jusqu'où peut-on aller pour sauver sa boîte ? C'est des vraies questions éthiques, ça pourrait prendre des heures. Est-ce qu'il y a une réponse à ça ? C'est pas évident. Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder.